Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit que vous vous trouvez en ce moment. Vous êtes sur les ondes de TLR TV à suivre Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Voici un certain temps que nous nous voyons chaque semaine, chaque dimanche, pour parler du Congo-Brazzaville, de notre pays, dont nous savons tous que rien ne marche après 60 ans d'indépendance et qu'il est temps, évidemment, que nous pensions à un Congo nouveau. C'est bien pour ça que nous avons mis en place cette émission Perspective et Prospective. La semaine dernière, nous avons eu la chance de recevoir sur notre plateau Madame Marie-Louise Ango, qui nous a parlé déjà de l'éducation et qui nous a dit qu'elle ne pouvait pas rentrer dans une salle, en tant qu'enseignante, elle ne pouvait pas rentrer dans une salle de plus de 100 étudiants, 100 élèves. Aujourd'hui, nous revenons sur la même thématique, vu que l'importance que nous accordons à l'éducation, qui malheureusement, au Congo-Brazzaville, est le parent pauvre des budgets d'État, avec la santé, deux secteurs pourtant névralgiques. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'opportunité de recevoir une personne, Monsieur Jean-Claude Moukala. Monsieur Jean-Claude Moukala est psychologue du travail. Il est psychosociologue des organisations. Il est également ancien de l'Institut de contrôle de gestion, la promotion Jean Mantelet. Monsieur Moukala est également titulaire d'un diplôme d'État d'assistant des services sociaux, c'est vous dire. Et actuellement, il est enseignant, il est professeur en sciences et techniques médico-sociales au lycée Berthène Jumener à Saint-Laurent en Guyane. Monsieur Moukala est également auteur. Il a publié à son actif aujourd'hui 6 ouvrages publiés déjà. Mais Monsieur Moukala est également lauréat du prix de la meilleure nouvelle de l'Agence française de coopération culturelle et technique pour sa nouvelle intitulée, je vous le cite, pour 2000 francs CFA, ta vie. Mais il est également lauréat du prix de l'Association des universités d'Aquitaine pour son recueil de poésie intitulé Sans visage, paru aux éditions La Bruyère. Son dernier ouvrage s'intitule Le jour où Long-Wi Yam, il va nous le dire lui-même aussi, j'ai du mal à prononcer ce mot, est né, est un drame horrifique sur la grande grève qu'a connue en 2017 et qui avait paralysé toute la Guyane pendant près de 2 mois. Alors, pour terminer cette présentation de M. Moukala, c'est vous dire que M. Moukala est le président du pôle éducation au sein du CEP, le Collège Études et Perspectives du CRC. Sans plus tarder, nous allons accueillir M. Moukala. Bonjour, M. Moukala. Bonjour, mon cher Georges. Comment allez-vous aujourd'hui? Et quelle heure fait en Guyane en ce moment? Alors, actuellement, il est 10h21. Et nous avons un superbe soleil, oui. Ah, mais c'est parfait, ça se voit très bien à travers l'écran. Alors, on va sans plus tarder, à moins que j'ai oublié quelque chose dans la présentation que j'ai faite de vous, M. Moukala. Ça pourrait suffire, merci. Ah, ben c'est parfait. Alors, sans plus tarder, nous avons affaire à l'éducation, M. Moukala. Bon, la première question que je vais vous poser comme ça pour ouvrir, n'est-ce pas, notre bel échange, c'est assez curieux que le système éducatif au Congo-Brazzaville, qui est la réplique du système français, et pour cause, l'histoire est passée par là, on ne la réchigne pas.
Mais l'éducation marche très, très, très bien en France. Comment ça se fait qu'au Congo-Brazzaville, ça ne marche pas? Eh bien, mon cher ami, tout d'abord, je voudrais saluer les internautes qui suivent régulièrement votre émission. Mais la question que vous posez, pour moi, porte la réponse dans les notions mêmes que vous utilisez. Vous avez parlé de système éducatif français qui marche en France et qui ne marche pas au Congo. Alors, ma position est plutôt simple. Lorsque nous parlons de système, nous parlons d'un certain ensemble d'éléments qui sont organisés et qui sont en interaction selon des objectifs. Et je pense que la France s'est fixé des objectifs sociétaux pour son éducation. Alors, dis-moi, mon cher, comment voudrais-tu que ce qui a été fait en France, dans une logique française, puisse réussir en étant appliqué au Congo dans une réalité différente et dans un contexte socio-culturel également différent? Avons-nous les mêmes objectifs? Avons-nous les mêmes modes de pensée pour dire que effectivement, là, il y a eu échec? Mais, mon cher, ça va peut-être te surprendre. Moi, je crois que l'échec de notre système éducatif est consécutif même à sa génétique, si je dois le dire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous avons appliqué tel que ce qui a été fait en France au Congo. Alors, maintenant, si tu me parles du système scolaire, ah là, oui, nous pourrons avoir des comparaisons. Mais parce que l'éducation est une autre idée. Nous en reviendrons un peu plus tard. Donc, absolument. Vous faites bien de faire cette différence-là, et je m'en voudrais peut-être aussi d'avoir finalement peut-être mal placé ma question. On parlerait plutôt du système, le système scolaire que nous utilisons au Congo-Brazzaville, qui est en fait calibré sur le système français. C'est bien cela, si je vous Oui, c'est bien cela. Ok, oui. D'accord. Bon, alors, on va aller un peu plus en profondeur regardons donc ce système. Il faut dire que vous êtes originaire du Congo-Brazzaville. Hein? Ça fait longtemps que vous êtes en Guyane, mais vous venez du Congo-Brazzaville. Vous avez fait vos classes primaires au Congo-Brazzaville, certainement jusqu'aux études supérieures, je suppose. Hein? Alors, donc, vous connaissez très bien ce système et même étant en Guyane, je pense que vous êtes resté en connexion avec, n'est-ce pas, le Congo-Brazzaville. Alors, si je vous demandais, comment ferez-vous l'état des lieux du système scolaire au Congo-Brazzaville? Mon cher, les raisons qui ont conduit à l'échec du système scolaire sont connues de tous. L'état de lieu est fait. Mais permets-moi d'aborder plutôt un élément qui est important, qui va au-delà du système scolaire. Absolument. Pour comprendre l'échec même de ce système scolaire, parlons du système de l'éducation. Très bien, très bien. Allons-y alors, c'est exactement ça. En fait, c'est cela ce qui est important. Donc, je disais tantôt que la finalité de l'éducation, c'est de former des acteurs sociaux qui ont toute leur place dans leur communauté, sur leur territoire, dans le contexte socio-culturel. Et c'est ce que nous n'avons pas fait au niveau du Congo. Donc aujourd'hui, si il y a déliquescence du système scolaire, c'est parce que les valeurs mêmes que nous avons portées, je crois que nos générations jusqu'à présent, nous avons porté des valeurs de l'excellence. L'excellence qui consistait pour nous à tout faire pour être un atout pour nos pays. Et aujourd'hui, les préoccupations ne sont plus les mêmes. On nous a souvent traités
de rêveurs, parce qu'on portait un pays en rêve et on avait conscience que les compétences que nous devons acquérir seraient au service du pays. Mais aujourd'hui, les compétences servent à quoi? À se positionner socialement, à accroître son influence dans la société, mais une influence en termes de pouvoir politique que réellement de cette volonté de pouvoir sortir le pays de son marasme. À vous entendre, un système éducatif qui ne fonctionne pas, ce n'est pas que le pays a manqué des moyens pour faire fonctionner ce système éducatif d'une manière générale. À qui incombe cette responsabilité? D'après vous, on est arrivé là. Et je vous dis quand même aussi que, puisque nous parlons quand même de notre pays, nous regardons l'histoire de notre pays, nous avons vécu des choses jusqu'aux années 70, la fin des années 70, début 80, il y avait quand même un effort qui était fait quand même aussi là où on nous disait que au Congo-Brazzaville, à la différence des autres pays comme le Sénégal, le Mali et d'autres pays, le Congo-Brazzaville atteignait à peu près les 100% de scolarisation. C'était quand même un point positif aussi dans l'ensemble du système éducatif. Oui, absolument. Mais alors là, je vais même vous dire, merci que ce système soit en échec. Merci que le système que nous avons importé soit en échec. Parce que, mon cher, tu sais ce qui s'est passé. En fait, on n'a pas construit un système éducatif pour former des Congolais pour le Congo, mais on a formé des Congolais pour la France. Nous sommes devenus Français au Congo. Et nous sommes perdus, nous, en tant que Congolais. Le système éducatif n'a plus existé depuis les années des indépendances. Je suis désolé de le dire. Nous n'avons plus eu de système éducatif. Le nôtre, le système éducatif traditionnel, qui formait l'individu avec plusieurs acteurs, non seulement l'école, la personne, le village formait, mais aussi l'expérience de la nature formait. Cela a disparu pour avoir un système exclusivement centré sur la scolarité. Et ce, pour former autres personnes que moi, ce que je suis congolais. Vous savez, mon cher Georges, je vais te dire quelque chose qui m'a beaucoup peiné. Est-ce que tu sais que je ne sais pas réfléchir en congolais? Est-ce que tu sais que mes rêves se font en français? Je sais que la représentation que j'ai du réel se fait en français. Je ne suis plus moi. Je suis celui qui a été. Je suis, et en fait, la parfaite illustration du succès de ce système, malheureusement, que nous avons adopté. Et que je prie de tous mes voeux qu'il périclite pour que nous puissions reconstruire un nouveau système qui soit adapté à nos valeurs, à nos réalités et à notre culture. Jean-Claude, mais là, vous évoquez des choses très, très, très importantes, des enjeux essentiels, là. On convoquerait même la psychodynamique, là, à entendre ce que vous êtes en train de dire, là. Bon, l'autre chose aussi que je voulais mentionner un peu, bon, vous avez dit quand même que les choses ont commencé à tourner mal à une certaine époque. Vous avez évoqué les indépendances et tout cela. Mais quand même, avant les indépendances, quand il y avait l'administration française, on a comme l'impression, vous allez me dire si je me trompe, on a comme l'impression que les choses marchaient mieux à ce niveau-là quand les Français avaient les choses en main. Mais comment peut-on expliquer que les Français soient partis et que, évidemment, nous n'ayons pas opéré cette mutation, finalement, pour ramener les choses au niveau de notre culture en tant que telle pour que ça puisse mieux s'adapter à l'éthos qui est le nôtre. Alors, je peux me tromper, mais vous allez me le dire, il y a comme une sorte de contradiction, que quand les Français étaient là, avaient le système en main, les choses semblaient bien marcher. Il y avait l'émulation, qui était très bien là. Nous avons des frères aînés qui ont vécu ce système-là et qui nous disent que c'était bon à l'époque.
Alors, qu'est-ce qui a dû se passer? Que fait un système qui s'est établi? Mais il mettra tous les moyens pour que ça fonctionne. Et mon cher, penses-tu que ce système, en quittant la place forte, te laisserait tous les atouts pour ne pas le regretter? Il n'organiserait pas une sorte de situation, je ne dirais pas de chaos, mais même dans les pensées, pour qu'il soit toujours ce système référent? En d'autres termes, est-ce que, en partant, le colon a donné les atouts à ces pays pour être réellement indépendants? Mais sinon, qu'une façon de poursuivre son œuvre, mais cette fois-ci, en portant un habit qui soit, alors, disons-le, acceptable, aussi bien pour lui qui te laisse la place que pour ceux qui restent. La nécessité de maintenir son emprise sur les anciennes colonies, c'est organiser leur échec. Et malheureusement, nous-mêmes, nous sommes complices de ces échecs. C'est nous qui les avons légitimés, c'est-à-dire que nous, les intellectuels, les hommes politiques, on n'a pas compris que dans cette relation que nous devions avoir avec notre ancienne, Post-coloniale. oui, disons, coloniale, c'est que nous devons lui imposer une relation, je dis bien une relation, c'est-à-dire une situation où on est dans une sorte d'osmose, du donnant-donnant, parce qu'il n'est pas question de nous enfermer dans une bulle. Nous faisons partie du monde. Mais le monde doit prendre conscience que nous sommes. Et la prise de conscience de ce que nous sommes revient à un système éducatif spécifique, un système éducatif qui est certes forgé, qui prend en lui tous les apports des autres, hein, ce que peuvent apporter les autres, la science, mais également nos apports. Or, nous avons disparu dans ce système éducatif. Voilà pourquoi j'appelle tous mes voeux qu'ils disparaissent. Oui, monsieur Jean-Claude, je comprends très bien parce que à t'entendre parler, ben, tu mets l'accent sur l'emprise que continue à exercer l'ancienne puissance coloniale sur le système éducatif. Mais attendez, cela va sans dire. Le général de Gaulle l'avait bien dit après les indépendances. Oui, mais ces pays qui étaient avant sous notre administration, qui nous ont demandé de partir, ben, qui nous demandent notre expertise. Mais pourquoi nous la lui donnerons si ça ne vaut pas la peine? Et ça rejoint la pensée bien connue du général de Gaulle que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts. Donc, la posture de la France qui est partie, c'est une posture, c'est de bonne guerre pour la France. Mais maintenant, si on regardait un peu, c'est peut-être aussi ça la question que j'avais prévue, et mettons l'accent sur notre propre responsabilité. Puisque les indépendants, ça veut dire que vous êtes autonome, désormais, occupez-vous de vos affaires. Donc, créer des systèmes qui soient adaptés à votre culture en tant que telle, créer des universités qui soient adaptées à votre culture, écrivez des livres pédagogiques qui soient adaptés à votre culture. Et cette liberté nous a été accordée puisqu'on a eu l'indépendance. La liberté nous a été accordée sans les moyens de la vivre. Dans un ouvrage, tu me fais penser à cela, dans un recueil de nouvelles, il y a un de mes personnages qui dit, on avait trouvé dans un bar à Café Rio, avec une bouteille de bière, une jolie femme, et qui disait, Dieu m'a fait belle. Il m'a donné l'éclat de rayonner. Mais il ne m'avait pas dit que je pouvais me brûler dans mon propre éclat. Aujourd'hui, j'ai le sida. Je ferme la parenthèse. Voilà. Ce que je veux dire,
c'est que oui, nous avons reçu cette liberté. Mais moi, Jean-Claude Moncala, je suis encore entravé par ce que j'ai possédé. Je t'ai dit tout à l'heure que je suis incapable de réfléchir. Vous savez, un monde qu'on ne peut percevoir qu'avec la culture de l'autre va toujours nous échapper. Moi, je crois que la première prise de conscience que nous devons avoir, c'est reconnaître tout le travail que nous avons à faire, à nous décoloniser mentalement, c'est-à-dire tous les intellectuels, à repenser notre façon de percevoir la réalité. Lorsque nous arriverons, à ce moment-là, nous redeviendrons fils d'un sol, d'un territoire, et nous pourrons penser. Aujourd'hui, c'est vrai, mais l'effort que nous faisons, c'est un effort intellectuel. Mais nous pensons toujours avec un système de référents qui nous vient d'ailleurs. Et je vous assure, tant qu'on ne se remettra pas en question tout d'abord soi-même, on peut critiquer ceux qui sont là, mais si nous restons dans les mêmes paradigmes, d'ailleurs, tu as souvent l'habitude de l'évoquer, si nous restons dans les mêmes paradigmes, je t'assure, nous sommes en train de créer les conditions d'échec des futurs intellectuels. Parce que nous n'aurons pas changé. Notre volonté ne suffira pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, mais oui. Clairement, je vous suis très, très, très bien. Bon, maintenant, quand on a dit tout cela, Jean-Claude, oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les voies de réforme? Parce que là, tu viens de dire des choses. Bon, regardons ce qui existe. L'éducation primaire a commencé par la maternelle même jusqu'au débutant. En fait, le premier cycle est essentiel. C'est là que ça commence. C'est là qu'on devait mettre le paquet. Mais à l'autre extrémité, quand on pense à l'éducation supérieure, on se dit que, écoutez, à l'éducation supérieure, c'est là où on forme des experts qui seront utilisables sur le terrain. C'est-à-dire, on forme des gens qui se forment à leur intelligence dans le système éducatif. Mais maintenant, regardez un peu, je vous donne encore cet élément pour que vous intégrez dans votre analyse. Quand on voit au Congo-Brazzaville, le système universitaire, par exemple, est bancal. La preuve, nous venons toujours en Occident. Nous allons toujours former les experts de l'éducation supérieure chez les autres et qui doivent revenir, n'est-ce pas, officier chez nous. Et ça pose le problème, évidemment, qui est au centre, n'est-ce pas, de ta pensée, Jean-Claude. Comment régler ça? Comment envisager, évidemment, une nouvelle perspective par rapport à étant conscient, n'est-ce pas, de tous ces problèmes, ces enjeux? Alors, je vais te rassurer. L'analyse que tu viens de faire sur le système scolaire, c'est tout ce qu'il y a de plus facile. Pour moi, c'est tout ce qu'il y a de plus facile. Le plus difficile, c'est en donner un sens. Absolument. Que ce soit de la maternelle jusqu'à l'université, donner un sens. C'est-à-dire poser tout d'abord le point de l'éducation. Qu'est-ce que nous entendons par l'éducation? Parce que jusque-là, on est encore dans un raisonnement de reproduction d'un système qui est venu ailleurs. Alors, moi, je suis en train de réfléchir, et je vais vous le partager, sur un système éducatif à l'image d'un arbre. OK. C'est-à-dire, dans un premier temps, il faut penser ce qu'est le système, l'éducation. Et ensuite, on verra les différents sous-systèmes, que ce soit la maternelle, que ce soit l'apprentissage, que ce soit l'université, qui viendront s'articuler. Alors, c'est quoi pour moi un système éducatif? C'est un système qui part de la base, c'est-à-dire des racines. J'aurais même tendance à dire, là, on est dans un système éducatif, alors, radiculaire. C'est-à-dire que les racines, c'est notre histoire. Les racines, c'est notre expérience. Les racines, ce sont nos traditions. Ce sont nos valeurs. C'est l'élément de base de notre éducation. Et ces racines se retrouvent dans un tronc.
Le tronc représente les objectifs de l'éducation que nous voulons avoir. C'est-à-dire aussi une sorte de pont, d'intermédiaire entre les racines et les branches. C'est ça. La culture, ce que nous voulons donner à notre société, à nos élèves, y compris tout simplement aux citoyens, c'est un tronc. Et à ce tronc-là va s'ajouter des branches. Et les branches, là, nous sommes en plein dans le système scolaire. Hein? Ce sont les enseignements, les feuilles, ce sont toutes les connaissances que nous devons acquérir dans les différentes disciplines. Les branches, ce sont les apprenants. Et l'image de la branche, c'est que la branche est ouverte aux alizés, aux vents qui viennent d'ailleurs, qui vont l'enrichir. Donc, nous ne sommes pas coupés des autres, de la culture, même de la France, de tout ce qui se fait, qui peut nous enrichir. Et tu sais pourquoi? Cela ne sera pas pour nous une préoccupation, parce que après être affermis par les racines, nous pouvons par le tronc être debout parce que nous savons ce que nous voulons et nous pouvons recevoir sans peur de disparaître. Ça, c'est cela pour moi, ce que le système éducatif. Et une fois la communauté des intelligences, ce que moi j'appelle la communauté des ressources congolaises, alors je n'exclus personne. Toutes les personnes qui pensent le Congo, toutes les personnes qui ont quelque chose à partager avec nos valeurs, eh bien, ces personnes-là, ensemble, permettent de définir ce tronc, l'orientation. Et après les moyens, le système scolaire reviendra de soi. D'accord. Mais oui, je comprends la belle image, la belle symbolique de l'arbre, avec ses racines, avec son tronc, et les branches et les feuilles qui sont balayées de temps en temps par les vents venus d'ailleurs, là, en espérant que les vents ne soient pas très puissantes pour arracher les feuilles? Ou bien est-ce qu'on va mettre en place des mécanismes pour freiner ce vent-là, que c'est comme une brise, ça vient tout simplement tutoyer, chuchoter sur les feuilles, de sorte que les vents qui viennent d'ailleurs aussi soient réinvestis quand même de façon positive dans le système. Aujourd'hui, mettons-nous quand même à l'évidence de la mondialisation, des échanges qui se sont développés et ainsi de suite. Donc, cette donnée-là est quand même très importante. Et on interroge aussi ce qu'est notre culture dont tu parles, Jean-Claude, tout en sachant que la culture s'oppose à la nature aussi. Donc, la culture est changeante aussi. La culture se nourrit des apports extérieurs pour se renforcer, pour donner plus de tonus au tronc. Ouais, et tu as raison. Est-ce que tu sais la caractéristique des branches qui cassent ou des feuilles qui s'envolent? Elles sont sèches. Elles n'ont plus de sève. Nous n'avons pas à craindre les apports extérieurs. Et nous en serons d'ailleurs d'autant plus forts et que nous les recevrons que la sève vit en nous, que la sève est réelle. La sève, c'est le socle, le substrat sur lequel nous sommes. C'est cette racine qui fait qu'effectivement, je trouve ma force en elle. Et alors, ayant été affermi par ce que je suis, je peux à ce moment-là, sans crainte de l'autre, parce que je ne disparaîtrai pas dans l'autre, je pourrais m'ouvrir. Et c'est parce que je me suis affermi que l'autre aussi peut trouver en moi un élément qui le raffermira. Oui, tu as raison. L'absence de sève, la sécheresse de notre éducation, c'est-à-dire des apports culturels que nous avons reçus, nous rend sensibles et friables aux alizés venus d'ailleurs. Mais ce ne sont même pas des alizés, ce sont des vents et parfois même des tempêtes. Oui, d'accord. Bon, alors, là, maintenant, hein, une fois qu'on a dit toutes ces choses-là qui sont des choses fondamentales, mais finalement, nous sommes en train de penser, n'est-ce pas? Nous sommes en train de penser le système
éducatif à travers des fondements, les choses les plus essentielles et qui vont redonner, n'est-ce pas, de la vigueur à notre, malgré, évidemment, toute l'histoire qu'on a vécue, des brassages, des influences qui viennent de l'extérieur, positives ou négatives. Et là, Jean-Claude, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement quand on a regardé le système tel qu'il est aujourd'hui? Si aujourd'hui, quelqu'un vous dit, ben, Monsieur Jean-Claude Mounkala, voilà, il y a un changement en profondeur au Congo-Brazzaville, on a besoin des experts qui vont repenser le système éducatif, on vous accorde le ministère de l'Éducation. Qu'est-ce que vous ferez dans un premier temps? Qu'est-ce que vous feriez, vous, puisque vous êtes conscient de l'état de la situation? Qu'est-ce que vous ferez? Je ne sais pas si je resterai 2 heures à ce poste. Tu sais pourquoi? Mais non, il faut que vous restiez parce que vous avez donné que non, mais je connais le système, je connais les problèmes qui se posent et je suis volontaire pour réformer les choses. Mais vous savez ce que je dirais, la première des choses, je dirais, oh, merci les fossoyeurs de ce système éducatif. Ils nous ont rendu service. Voilà. Parce que s'ils n'avaient pas fossoyé, je serais un Congolais d'emprunt et je ne pourrais pas penser l'éducation. Mais parce que malgré eux, ils ont contribué à la faillite de ce système que je pourrais reconstruire, retrouver mon système. Voilà ce que je dirais en premier. D'accord. Mais allons-y maintenant, concrètement. Oui. Quels sont les actes que vous posez? Un peu comme on pose la question, un nouveau gouvernement, vos premiers 100 jours, qu'est-ce que vous mettez en place? La première des choses, c'est s'extirper de cette tendance à se croire expert dans un domaine. Je veux dire que l'éducation n'est pas l'affaire des spécialistes de l'éducation. Je réunirai, voilà. Je ne serai pas Premier ministre, donc je ne suis que le ministre de l'Éducation, mais je réunirai toutes les intelligences pour tout d'abord penser ce que nous pensons être l'éducation. Parce que tant que nous n'aurons pas défini, je ne voudrais pas d'une éducation qui sera toujours la copie du regard de l'autre, pardon, pas la copie du regard, la copie de l'autre. Qu'est-ce que nous entendons par éducation? Quoi? Mais sans vous couper, oui. sans te couper, Jean-Claude, je te suis très, très bien. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, puisque c'est une refonte en pronom. Essayez de dire, ben, c'est quoi les acteurs? C'est qui les acteurs? Est-ce que tu peux nous dire un peu ces acteurs pertinents qui feront partie de l'élan que tu redonnes à la chose? Je peux même te dire que non, ben écoute, oui, ministre de l'Éducation, osons, tu es président de la République. Osons. Ah. Et tu es président, c'est-à-dire que tu as tous les pouvoirs. Hein? Tu vois que je remonte à ce niveau-là pour te faire comprendre là, effectivement. Tu as tous les pouvoirs, personne ne t'empêche de ne rien faire. Alors, qu'est-ce que tu fais? Comment tu définis le système éducatif et quels en sont les acteurs que tu penses pouvoir réunir pour repenser ensemble le système tel que tu l'envisages? Alors, pour moi, l'éducation, c'est la formation des acteurs d'une société qui prendront leur pleine place dans la société. Alors, ça veut dire quoi, prendre sa pleine place dans la société? Ça veut dire apporter ses savoirs, mais également sa personnalité, toutes ses ressources, les ressources culturelles, les ressources morales, les connaissances pour aider le pays. C'est ça pour moi, l'homme acteur social de l'éducation. Et cela se forme pas seulement par des spécialistes, par des pédagogues. Pour moi, un système qui exclurait, par exemple, la tradition, qui exclurait la sagesse des anciens, pour moi, c'est un système qui est voué à l'échec. Un système qui s'articulerait sur tous les acteurs de la société, les représentants de la société et non seulement des spécialistes, voilà sur quelle base nous pourrons commencer par réfléchir sur la... Moi, je proposerais un état, des états généraux de, on le dit d'une manière traditionnelle, mais des états généraux de l'éducation. C'est-à-dire, dans l'objectif, c'est quoi l'éducation, pourquoi et comment. Voilà les trois questions qu'on poserait dans ces états. Avant de construire même les outils
pour les réaliser. Oui, là, j'ai la réponse à ma question. Hein, j'ai la réponse à ma question et j'en suis heureux. Et pour renforcer ce que tu viens de dire, Jean-Claude, bon, quand on va aussi à l'étranger, c'est pour voir aussi les choses qui se font chez les autres et qui réussissent également. Je suis au Québec. Je connais le système éducatif du Québec. Et je vois la façon dont ils font, et c'est une façon, ils ont ce qu'ils appellent la révolution tranquille. La révolution tranquille, c'est quand ils sont sortis d'une période qu'ils ont appelée de 1935 à 1959, la période du Duplessis. Hein? Maurice Duplessis, qui était le premier ministre. Le duplessisme qui est souvent référencé comme la noirceur, la période de la noirceur. Et que les années 60, ils ont ouvert le Québec à la modernité avec la révolution tranquille. Alors, comment ils ont procédé? Bien évidemment, c'est de revoir de fond en comble des secteurs entiers de la société, y compris l'éducation. Et au niveau de l'éducation, évidemment, ils ont mis en place ce qu'ils appellent une commission d'enquête sur l'éducation. Alors, cette commission d'enquête sur l'éducation a duré beaucoup de temps, hein, parfois toute une année et demie, où une commission est là qui regroupe tout ce que tu viens de dire, tous les acteurs qui ont un rapport avec l'éducation à tous les niveaux. Et on leur a doté des moyens substantiels pour repenser tout le système de fond en comble avec des experts, avec les non-experts, avec les familles, avec les personnes concernées, avec les gouvernements. En tout cas, ils ont travaillé là-dessus. Et ces commissions d'enquête sont aidées par des groupes d'études aussi, vous voyez. Donc, je vous suis très bien. Je suis désolé de faire mais c'est une discussion. Hein. C'est pas oui, bien sûr. La perspective est prospective. Mais, c'est pas poser des questions, c'est bien élargir sûr. La zone de compréhension de la chose. Donc, c'est pour vous dire simplement que dans vos premiers 100 jours-là, ce que vous mettez en exergue, évidemment, c'est ce qu'il y a de fondamental. Mais j'ajouterai une chose. C'est vrai, nous avons la chance. Hein. Comme il y a un adage qui dit a beaucoup appris qui a voyagé. Mais encore, faudrait-il que je sois capable de me remettre en question et de recevoir l'autre. Ces états généraux ne pourront pas se faire sans, alors je vais plus qu'un état des lieux, sans un bilan critique de ce qui a été, de ce qui n'a pas fonctionné. Et peut-être aussi de ce qui a fonctionné. Parce que en introduction, tu parlais par exemple de ce qui ne marche pas. Mais moi, je dis de ce qui marche dans le chaos. Et oui, même dans ce désordre, il y a des choses. Il y a des personnes, alors que notre pays va à reculant, mais il y a des gens qui, malgré tout, marchent de l'avant. Alors que nos pays organisent la faillite, il y a des individus qui trouvent des ressources même dans cette faillite pour être. Et c'est ça. Hein, c'est ces hommes qui n'abdiquent pas, qui pour moi est la raison même de notre espérance. Ce sont eux qui portent notre espérance. Donc, faire un état des lieux, voir ce qui a marché et ce qui ne marche pas, ce travail est intimement lié donc aux états généraux. On part aussi de ces expériences, comme tu viens de le dire, depuis, et même je dirais avant les indépendances, jusqu'à ce que nous sommes. Et c'est ça qui nourrira notre réflexion. Puisque nous parlons d'une réalité qui est bien précise, qui est la réalité du Congo-Brazzaville, ne l'oublions pas. Bon, quand on regarde le système aussi, on voit, heureusement qu'on a les médias sociaux, Jean-Claude. Hein? Avec les médias sociaux, nous sommes informés. On a beau critiquer les médias sociaux, mais nous sommes parfois informés en temps réel. En temps réel. Quelqu'un va quelque part, filme quelque chose et met sur les boulevards des médias sociaux et le monde entier est au courant de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Donc, nous sommes au courant que, écoutez, le système éducatif au Congo-Brazzaville, il y a des ministres qui ont des écoles privées. C'est-à-dire, c'est comme si c'est des écoles privées prédominent au Congo et quand ils ont des écoles privées, ils sont ministres, ils sont dans le système, ils mettent tous les moyens dans cette école privée. Et c'est privé, ce qui veut dire qu'on met l'argent public dans ces écoles-là et on en tire le bénéfice pour soi.
Et entre-temps, le système public est en lambeaux. On a bien souvent vu des images insoutenables des enfants qui sont dans une salle de classe qui n'a pas d'ouverture, qui sont assis à même le sol et qui sont à plusieurs dans les salles de classe. Alors, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce qu'on peut dire un peu dans l'approche qu'il y a? Mais il y a des choses qui marchent aussi. Il y a des choses qui marchent. Dans ce chaos, il y a des choses qui marchent. Est-ce que les choses qui marchent, ce seraient des écoles privées qu'on essaie de construire par-ci pour eux, qui sont très, très belles du reste, en tant que tel? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Ce que suscite ta juste observation et analyse des faits, c'est une profonde tristesse et un sentiment de modestie. Tristesse parce que cela sanctionne l'échec des intellectuels. Je suis désolé de le dire, ces ministres, ceux qui construisent, ceux qui prennent, ceux qui extirpent, ceux qui dérobent, c'est toi et moi. Ce sont nous, les intellectuels. Et c'est ça qui m'attriste. Et c'est vrai que quand on arrive là, j'ai un peu de la peine. Je me rappelle il y a quelques années, à l'époque où nous caressions l'espoir qu'on rentrerait, parce que j'avoue, je ne pensais pas que 30 ans après, je serais toujours loin de mon pays. Mais hélas. Et quand on pensait qu'on allait rentrer, il y a un ami qui me dit, Jean-Claude, j'espère que tu ne feras pas comme les autres quand tu vas rentrer, que nous allons garder les liens, que tu seras toujours présent. Je me rappelle comme c'était d'hier, je lui ai dit, la volonté que j'ai aujourd'hui, et c'est là, je maintiendrai le lien. Mais qui suis-je? Mais les autres aussi ont dit ce que j'ai dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une réalité transcendant l'individu pour s'imposer à lui et faire que cette personne soit totalement différente de ce qu'elle était? J'avoue, je ne sais pas. Mais peut-être parce que je ne sais pas, que je suis obligé d'être sur mes gardes. Parce que je me dis, si l'autre, l'activiste de l'AEC, de la FEANF, qui ont battu les pavés de Paris, se trouve être celui-là que nous décrions, cela m'interpelle. Et cela m'appelle énormément à la vigilance et à la modestie. Alors oui, je dis la volonté, je l'ai. J'ai encore un peu de chance parce que j'ai côtoyé quand même le système, j'ai travaillé, j'ai eu des activités. Je sais tout de même ce qu'il en est, mais c'est vrai. Quel échec pour nous tous. Oui, quel échec pour nous tous, d'accord, mais quand on dit aussi nous tous, on globalise. Là, tu as évoqué les intellectuels congolais. J'avais prévu une question là aussi. Tu m'as dévancé, mais je vais te la reformuler quand même. Le Congo-Brazzaville est en Afrique parmi les pays qui ont produit beaucoup plus d'écrivains de talent. Je ne vais pas les citer, on les connaît. Les Chikaya Outamsi, les Sunila Boutansi, les Emmanuel Dangala, les Henri Lopez. Je veux m'apaisantir parce que je pense quand même qu'il faut qu'on apprenne à citer des noms clairement. Des noms qu'on cite évidemment parce qu'ils ont eu à un moment ou à un autre un lien organique avec le système, avec ceux à qui on a donné la responsabilité de mener le pays. Monsieur Henri Lopez est parmi ces personnes-là. Et on a vu que monsieur Henri Lopez également a beaucoup travaillé avec le système aujourd'hui, à qui on affuble, n'est-ce pas, l'échec du système. Pas seulement, je vais le dire. Alors, ma question, c'est de savoir, mais comment un pays aussi bien doté de penseurs, d'intellectuels, a pu, n'est-ce pas, pousser vers le naufrage un système qui relève
pourtant de leur champ de compétences, la culture et l'éducation. Qu'est-ce que vous direz à ces gens-là qui sont encore vivants, hein? Ils sont encore vivants et ils nous écoutent aujourd'hui, ils nous entendent quand nous faisons cette émission-là. Tout d'abord, je les rends hommage. J'ai une expérience personnelle, je me rappelle, je devais être en première ou terminale première. Nous avons créé l'association des jeunes écrivains congolais et nous avions organisé à la semaine africaine c'était notre intronisation, une conférence sur la littérature. Et je me rappelle, nous avions cité un certain nombre d'auteurs, notamment Guy Menga, parce qu'on ne peut pas parler du théâtre sans Guy Menga. Et on s'est rendu compte, cela nous est revenu aux oreilles, que dans l'assistance, il y avait des agents de la sécurité d'État qui étaient très mécontents. Et ils ont fait un rapport, disant que nous, notre association, j'en étais à la tête, avec Kaya Makele, avons réuni les intellectuels, on était des lycéens, avons réuni des intellectuels pour pouvoir parler des auteurs censurés. Alors, ça a été grave, d'ailleurs. Et donc, il était question qu'on nous convoque. Et là, je dis, je ne sais pas si son Excellence se souviendra, mais nous n'avons eu notre liberté que grâce aux interventions de M. Tati Loutard et d'Henri Lopez, qui ont su modérer et expliquer ce qu'on a fait. Sinon, nous étions partis pour des mesures très, très dures. Alors, je leur rends hommage parce que c'est vraiment l'occasion de pouvoir penser. Mais en même temps, je crois que nous n'avons pas accompli notre devoir. Mais est-ce qu'on avait cette possibilité? Oui. Je me rappelle que moi, je m'étais, par exemple, rapproché de Tati Loutard. À l'époque, il était ministre de la Culture. Et moi, je suis un passionné. Il y avait un groupe qu'on appelait les Balka Sounds. Un groupe qui faisait de la musique traditionnelle, mais on l'a modernisé. Ouais, je me souviens. Et il y avait également un jeune qui faisait quelque chose de remarquable, Nzongosu, sur le plan du folklore. Et j'ai milité pour que le ministère valorise ces talents. Malheureusement, en vain. Donc, parfois, il y a, c'est vrai, la chape du pouvoir. Et l'homme qui a la volonté se laisse écraser par cette chape et on n'a plus la capacité d'agir. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais tu me diras peut-être que ça peut être désespéré, que tant que nous aurons aux responsabilités des personnes qui n'auront pas compris, il ne nous resterait plus qu'une chose. Mais est-ce que, Jean-Claude, c'est un problème de comprendre? Est-ce que c'est un problème de comprendre? Ceux qui sont au pouvoir, citons-le, prenons l'habitude de les citer. Citons M. Denis Sassou Nguesso. On ne peut pas ne pas le citer puisque c'est lui quand même qui a marqué l'histoire du Congo d'une empreinte indélébile qui est plus resté au pouvoir. Le citer, ce n'est pas l'insulter. Le citer, ce n'est pas, je ne sais pas. Mais il faut le citer. Mais monsieur Denis Sassou Nguesso a un rapport des plus privilégiés, a un consortium de conseillers. Et ces conseillers connaissent quelque chose là-dedans quand même. Alors, à quoi bon être ministre si vous avez été ministre parce qu'on vous a choisi sur la base de votre expertise, donc votre connaissance étendue dans le domaine auquel on vous donne, n'est-ce pas, de diriger. Donc, est-ce que ce n'est pas autre chose que de comprendre seulement parce qu'il a toute la possibilité de comprendre à partir de ses conseillers, du moins, qui ont l'expertise? C'est une notion que j'utilise avec la notion de conseiller,
Mhm. Je l'utilise avec beaucoup de prudence. OK. Est-ce que nos chefs de département et même le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, sont entourés de conseillers ou alors de courtisans? Est-ce que nous avons cette capacité, nous nous sentons ce devoir de dire, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, nous pensons que, est-ce que nous avons cette capacité? Mais vous savez, la première des choses à laquelle nous pensons, c'est notre poste. C'est-à-dire que si je contredis le ministre, le chef d'État, je perds mon poste. Et je vais témoigner, mais c'est parfois à tort. Parfois à tort. Moi, j'ai travaillé avec le ministre Boussoukou Mbumba. Je n'ai jamais compris. Moi, j'étais jeune, j'avais tout juste une licence, mais je n'avais jamais compris que des anciens avaient autant de difficultés à oser porter les idées au ministre. J'avais du mal. Et pourtant, M. Boussoukou Mbumba, j'étais, bon, le mot n'est pas haïssable, mais non, non. C'est une expérience. Non, non, le mot n'est pas haïssable. Oui. J'entends que tu dis les fonctions que tu as eu à assumer avec objectivité. Parle de toi parce que tu les as assumées. Voilà, il n'y a pas de moi qui soit haïssable. Et j'avais, mais avec une sorte de hardiesse, d'inconscience, mais j'osais dire régulièrement au ministre, Monsieur le ministre, vous avez tort. Monsieur, je le contredisais. Et lui, à chaque fois, en tout cas sur à peu près, disons, 99% d'objections, j'avais tort 99% de fois. Et il m'apprenait. Et d'ailleurs, il m'avait toujours dit, Monsieur Mukala, l'avantage que vous avez avec les autres, c'est que, ayant fait l'université, vous avez la capacité à réfléchir. Mais tout le travail s'apprendra sur le terrain. Donc, apparemment, quelqu'un d'ouvert, mais comment se fait-il que nous, en tant que conseillers, on se fixe de ces barrières qui nous empêchent d'être efficaces? Voilà le problème des conseillers au niveau de nos chefs de département. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'auto-censure, mais que je pourrais aussi comprendre. Parce qu'il y a eu des antécédents, il y a des gens qui ont osé et qui ont eu les conséquences qu'ils ont eues. Alors, nous, lorsque nous sommes généralement les seuls soutiens des nôtres, de nos familles, on hésite. On hésite. Voilà. Très bien, très bien. Alors, on va aller vers la fin de notre entrevue, mais la semaine dernière, Monsieur Mukala, Jean-Claude, on a vu une initiative du gouvernement Colline Makosso qui, moi, personnellement, m'a interpellé et continue à m'interpeller. Et je pense que dans les jours qui viennent, ils vont mener une campagne de recrutement à Paris. À Paris. Hein? C'est dans la presse, là, dans la presse, dans les médias sociaux, il n'y a plus que ça. Et ils sont bien contents de piloter cette initiative-là. Ils vont venir à Paris mener cette campagne de recrutement de jeunes Congolais à Paris pour les entreprises du Congo-Brazzaville. Alors, quelle réflexion vous pouvez faire par rapport à cette initiative? Je ne vous accable pas à vous poser cette question. En fait, d'emblée comme ça, je dirais que c'est malheureux. D'emblée, comme ça, je dirais que c'est malheureux. Comment peut-on se déplacer, venir rechercher des ressources? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on n'a pas identifié des ressources dans un pays? Je ne connais pas les statistiques des diplômés sans emploi. Je ne sais pas. A priori, j'en suis choqué. Mais maintenant, si vraiment dans ce domaine, dans ce champ de compétences-là, ils ont cherché, qu'ils n'ont pas trouvé et qui se sont déportés en France, je n'en sais rien. Je ne connais pas ce dossier. Mais ça m'étonnerait. Parce que vous et moi, dans nos entourages, nous connaissons des gens capables qui sont rentrés. Et ces mêmes personnes qui aujourd'hui, sûrement toi, si tu l'as reçu, aujourd'hui nous disent, Jean-Claude,
nous avons eu tort d'être rentrés. Ne fais pas cette bêtise. Alors, moi, ça me fait mal. Parce que, quel que soit mon désir de compréhension, et je veux bien leur donner ce crédit, mais je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas ces ressources-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre raison derrière que celle de venir chercher des ressources? Je crois qu'on ferait mieux de se poser cette question-là. Pourquoi Paris seulement? Pourquoi pas Londres aussi pendant que nous y sommes? Pourquoi pas Berlin pendant que nous y sommes? Pourquoi pas le Cape Town pendant que nous y sommes? Pourquoi pas Montréal pendant que nous y sommes? Pourquoi seulement Paris et aussi au Congo-Brazzaville avec tous les chômeurs qui produits par l'université Marien Ngouabi? Et c'est là, quand je vous pose cette question aussi, c'est de rapporter un peu la chose, l'enjeu aux réflexions qui sont les tiennes aussi de cet arrimage entre la culture congolaise au sens strict. Je pense quand même que les gens qui sont formés à l'université Marien Ngouabi, qui ont appris à construire leur intelligence à l'université Marien dans la culture congolaise en tant que telle, seraient les mieux placés quand même d'occuper les postes que le régime de le gouverneur de Mamakosso veut venir offrir aux gens de Paris. Et moi, franchement... Alors, je vais poursuivre ton indignation parce que je m'attendais à une telle attitude pour les générations précédentes. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à la mère patrie viscéral, voilà, on va en cours, mais pas de nos générations. Nous qui sommes quand même capables de pouvoir recevoir et choisir. Comment se fait-il qu'on s'inscrirait encore dans cette relation? C'est-à-dire nous, notre génération, parce que c'est notre génération qui se trouve là au pouvoir. Hein? Ce n'est pas la génération des Massamba Deba, des Milongo et autres. C'est nous. Alors, ça, c'est malheureux. C'est-à-dire que, d'une manière peut-être inconsciente, nous voulons reproduire, d'ailleurs, ce que j'ai dit en premier, cette relation de dépendance. Hein. Nous sommes les propres fossoyeurs de notre identité parce que nous voulons toujours nous arrimer à l'autre. Mais tu l'as dit, les relations qu'on a avec les pays, ce sont des relations d'intérêt. Je pense un petit peu à une conférence, on avait participé à la réunion France, Aquitaine, Caraïbes, Afrique, et dans la délégation congolaise, elle était conduite par le ministre, c'était à l'époque de la transition, par le ministre de l'économie, qui était bien heureux de voir un compatriote être là et qui croyait avoir un soutien. Le discours qu'il a tenu sur les entreprises françaises, un discours moralisateur. Vous avez obligation, vous devez, vous. Et lorsque j'ai pris la parole, je lui ai dit, mais monsieur le ministre, les entreprises n'ont aucune obligation vis-à-vis de vos pays. L'entreprise n'est pas une œuvre philanthropique. Mais l'entreprise a son intérêt. Moi, si je viens chez vous, c'est parce que je gagne quelque chose. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour dire, OK, vous avez besoin de faire votre chiffre d'affaires. Venez vous enrichir en nous enrichissant. Mais ne nous posez pas l'obligation de devoir. On n'a aucun devoir. Il n'y a que mes intérêts. Alors, lorsque nous l'aurons compris, peut-être qu'à ce moment-là, nous serons prêts de sortir de cette relation postcoloniale que nous entretenons. Bon, vous êtes le directeur du pôle éducation au sein du CEP. Et vous travaillez très fort. Vous travaillez très fort à voir sincèrement le contenu de ce que vous faites dans ce pôle-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'orientation de vos travaux là-bas et aussi adressez-vous un peu au peuple congolais puisque vous êtes en train de faire pour ce peuple et autour des enjeux d'éducation tels que vous venez de les décrire ici.
Alors, tout d'abord, au niveau du pôle jeunesse, culture et éducation, nous avons cette ambition de réfléchir sur la base d'un état des lieux, mais pas seulement au niveau du Congo. Parce que dans le pôle, nous n'avons pas que des Congolais, mais tous ceux qui sont mus par cette même volonté de redonner et de repenser la place de la culture, de la jeunesse et de l'éducation dans nos pays. Nous sommes en train de faire ce travail tout d'abord d'état des lieux. Ces états de lieux vont donner lieu à des études approfondies pour pouvoir asseoir un certain nombre de propositions pour que nos pays sortent de ce marasme que nous connaissons. Et je dis merci aux collègues qui nous entourent, qui, malgré leurs obligations, et nous les avons tous, arrivent à détacher de leur temps pour penser l'avenir de ces pays, pour penser, et tout particulièrement, l'avenir de notre pays, le Congo, que nous aimons. Sur la base de ce que vous venez de dire, mais quand vous adressez au peuple congolais, parce que tous les travaux que vous êtes en train de faire, ça peut arriver que ces travaux-là soient faits et que ça reste dans les tiroirs. Il faut quand même, et on va attendre que tranquillement, les gens qui sont au pouvoir comme ça, les Congolais continuent à les laisser faire puisqu'ils ont plus le pouvoir de rester, ils peuvent encore rester 1000 ans peut-être au pouvoir. Alors, quel serait le but? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais en fait par rapport à ça? Je vous donne encore cet élément-là. Au CRC, ceux qui travaillent très fort au niveau du CRC ne se cachent pas non plus pour dire qu'écoutez, au point où nous en sommes, mais il faut que les Congolais prennent leurs responsabilités. Et il y a des textes, des chartes au niveau international qui disent que, écoutez, les peuples qui sont opprimés ont le droit à la révolte pour arrêter cela, puisqu'il a été bien identifié, la responsabilité du chaos actuel incombe au régime qui s'est installé, qui a eu des moyens énormes pour améliorer les choses et qui se trouve aujourd'hui en train d'aller quémander l'argent au FMI et qui aujourd'hui se trouve en train d'aller quémander, ils étaient en Arabie Saoudite, là aussi c'est un échec là-bas, ils sont venus à Paris faire la courbette dans les bureaux des ministres français ici, ils n'ont rien obtenu. Donc il y a quand même un état, quelque chose de très clair, c'est des faits, c'est des faits qui sont, on imagine, on n'invente rien, ce sont des faits, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas des moyens, mais ils veulent toujours rester au pouvoir. Ils ne pensent même pas à changer de perspective, à ouvrir un dialogue peut-être national, sans exclusif cette fois-ci, et aussi encadré par la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance à un régime tel qu'il fonctionne. Donc, les Congolais doivent prendre leurs responsabilités. Et quand on le dit, on est encadré par la loi internationale des droits de l'homme, que les peuples opprimés ont le droit à la révolte. Mais, mon cher ami, croyons-nous que les Congolais n'en sont pas conscients, ceux qui sont au Congo, qui le vivent? Croyons-nous qu'ils n'ont pas des velléités? Qu'est-ce qui expliquerait cela? C'est une question. Il n'y a aucun système dictatorial qui soit qui ne peut perdurer sans, à un moment donné, une sorte de, alors je dirais pas complaisance, mais de résilience de ce peuple. On fait le dos pour que ça change. Il faut le comprendre de notre côté. Je ne demanderai pas à prendre les armes, ce n'est pas dans ma nature. Mais ma contribution se situe au niveau de l'intelligence des Congolais. Et je crois vraiment en cette intelligence-là. Maintenant, le problème, c'est comment je fais pour partager ce que je crois, ce que je veux, dans les conditions qui sont celles-là, en sachant que on ne mobilise les gens que sur la base de leurs intérêts, et en sachant que tout pouvoir cherche à se maintenir. C'est une donnée dont il faut prendre conscience. Comment je fais? Alors, je suis désolé,
moi, j'en suis encore à la réflexion, mais je pense que le travail consiste à trouver les moyens à ce que le peuple prenne de plus en plus sa destinée, mais la conscience de ce qu'il veut être, et nous les aidons, parce que le peuple, c'est aussi nous. Nous nous donnons les moyens de pouvoir y arriver. Et ça, c'est un travail sur lequel nous devons travailler. Nous devons nous atteler. Je suis désolé, merci. Mais je n'ai vraiment pas... C'est difficile. J'avoue, là, atteindre en ce moment mes limites. Tu sais, ça, je devais peut-être pas le dire, mais c'est une réflexion que je porte depuis quelque temps. Et même d'un essai politique, parce que j'ai peut-être cette petite compétence de pouvoir aligner 2 ou 3 mots. Et le projet que j'ai, en dehors des projets littéraires, c'est partager cette réflexion autour d'un ouvrage que je suis en train de conduire, qui s'intitule « Non, le soleil ne s'est pas caché, ne s'est pas couché sur le Congo, sur l'Afrique non plus. » Mais ça, c'est une très, très, très belle conclusion. Le soleil ne s'est pas caché des Congolais. Le soleil, il est là. Il suffira aux Congolais de faire comment, n'est-ce pas, aller trouver ce soleil-là pour qu'il, n'est-ce pas, puisse leur apporter la chaleur dont ils ont besoin et les bienfaits du soleil. Et dans tes travaux aussi, tu brodes beaucoup sur la notion du bien-être, le bien-être des Congolais. On ne l'a pas suffisamment évoqué, mais la prochaine fois, tu nous feras le plaisir d'accepter de nouveau notre invitation pour qu'on puisse approfondir cette question essentielle, et je sais ta passion par rapport à ces enjeux-là. Et donc, à ce moment-là, on abordera la notion du bien-être chez les Congolais sous le prisme toujours de l'éducation d'une manière générale. Oui. Parlons du développement et du bien-être. Le développement et le bien-être. Voilà, ça pourra faire l'objet de notre prochaine rencontre en fonction de ta disponibilité. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire et également avec tout cet agenda que tu as. Alors, il nous reste donc à te remercier d'avoir accepté notre invitation et aussi à remercier nos internautes qui ont pris l'habitude de nous suivre depuis un certain temps et nous sommes très, très, très contents de nos taux d'écoute quand même autour de perspectives et prospectives. Ils sont comptables. Vous êtes comptables de cette émission. Ceux qui voudraient s'exprimer à cette émission pourront prendre langue avec nous, ceux qui ont quelque chose à dire, quelque chose surtout à proposer sur la base, évidemment, du chaos total que nous connaissons aujourd'hui. Je pense que tout le monde en est conscient, davantage des gens qui dirigent ce pays. Alors, donc, il nous reste à vous dire au revoir et au bonheur et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine autour d'une autre émission. Merci. Au revoir. J'ai été très honoré. Merci. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci à toi.